Bonsoir à toutes et à tous. Il y a 35 ans de cela, un 15 novembre 1988, au Palais des Nations à Alger, le défunt dirigeant Yasser Arafat a proclamé dans son célèbre discours devant le Conseil national de l'OLP la création d'un État palestinien dont la capitale sera le Quds Sharif. La position de l'Algérie en faveur de l'établissement d'un État palestinien indépendant sur les frontières de 67 avec El-Quds pour capitale demeure constante. Mais après plus de 5 semaines aujourd'hui, pour revenir à la réalité de bombardements sur la bande de Gaza, plus de 11 320 Palestiniens, dont 4 650 enfants et 3 145 femmes ont été tués. Aucune solution politique ni de cessez-le-feu ne semble venir. L'entité sioniste et ses alliés n'ont aucune intention d'arrêter ce massacre. Pire, les hôpitaux sont pris pour cible, les derniers lieux de protection censés être protégés par le droit international. L'armée d'occupation sioniste est entrée dans les hôpitaux aujourd'hui. Le responsable des opérations humanitaires d'urgence de l'ONU s'est dit horrifié par cette opération militaire et a appelé Israël à mettre fin au carnage à Gaza. Jusqu'à quand cela va-t-il durer? Quelles seront les conséquences immédiates? Nous en parlerons ce soir avec nos invités. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Dr Abdelkader Soufi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur dans les questions stratégiques et sécuritaires, également enseignant universitaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Nous avons également avec nous M. Mehdi Boukhalfa. Bonsoir. Vous êtes journaliste et auteur. Merci d'être avec nous ce soir. Et puis de France, un Skype en direct depuis Paris. M. Gamel Abina, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste, spécialiste des questions internationales et géopolitiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'ouvrir le débat, je vous propose de revenir en images sur la situation sur le terrain à Gaza. Lâche par l'armée sioniste depuis le 7 octobre, la bande de Gaza connaît une catastrophe humanitaire sans précédent. Mais tandis que les responsables palestiniens et certains ONG appellent à épargner les hôpitaux, ces derniers sont une fois de plus ciblés par l'armée de l'entité sioniste. Au 40e jour de la guerre déclenchée par l'armée de l'entité sioniste, des soldats sionistes ont investi le plus grand hôpital de la bande de Gaza, l'hôpital Shifa, refuge de milliers de civils palestiniens. Plusieurs milliers de personnes, malades, personnels et civils déplacés par la guerre s'entassent dans cet hôpital. Les médecins et les ONG internationales affirment qu'aucun d'eux ne peut en sortir sous peine d'être visé par des tirs. Des corps jonchent les allées du complexe hospitalier et les chambres froides des morgues ne sont plus alimentées en électricité. Au moins 179 corps ont été enterrés ce mardi dans une fosse commune creusée dans le complexe de l'hôpital. Parmi eux figuraient 7 bébés prématurés morts faute d'électricité. Les soldats de l'armée sioniste ont même commis des actes qu'on ne peut qualifier. Ils ont déterré des cadavres laissant l'assistance sans voix. Des dizaines de soldats sionistes, certains cagoulés et tirant en l'air, ordonnent aux Gazaouis réfugiés dans l'hôpital Shifa de se rendre. La bataille autour du plus grand hôpital de la bande de Gaza se déroule désormais dans ses services et ses étages. Selon l'ONU, environ 2300 personnes se trouvent encerclées depuis plusieurs jours par les chars sionistes. Fuyant le déluge de bombes, des milliers de Palestiniens ont fui le nord de la bande de Gaza, transformés en champs de ruines. Ils vivent désormais dans des conditions humanitaires épouvantables, notamment avec l'hiver qui s'installe. Je rappelle que tous les hôpitaux du nord de la bande de Gaza sont hors service, a assuré le Hamas. De véritables images d'horreur que nous avons du mal à commenter au fur et à mesure que le temps passe aujourd'hui. L'horreur s'intensifie, les massacres s'intensifient. Maintenant, on prend pour cible les hôpitaux où il y avait un nombre important de personnes hospitalisées, environ 2300 personnes, dont des patients, des soignants et des déplacés s'étaient massés à l'intérieur de l'hôpital, bien sûr sans eau ni électricité, faute de carburant pour les générateurs. Comment est-ce que le monde peut encore détourner les yeux de ce véritable génocide qui est en train d'être perpétré dans la bande de Gaza, docteur Soufi? Comment expliquer cela aujourd'hui avec des mots? Je pense que le monde a été anesthésié. On a l'impression qu'on a banalisé le crime et la mort au point où
personne ne réagit comme s'il ne s'agissait de rien, ou bien c'est comme si on regardait un film à la télévision. On nous a tellement matraqués avec la production justement cinématographique de l'horreur, que cette horreur que nous voyons aujourd'hui, on n'arrive pas à distinguer, à faire la différence entre ce qui se passe réellement sur le terrain et dire que ça c'est une vérité, et ce que nous regardons et dire que ça c'est une fiction. Donc la fiction c'est mélangé à la réalité. Ensuite, il y a la peur. La peur qui s'est installée, non pas chez les on va dire les États arabes, mais pratiquement le monde entier a peur. A peur de prendre position. Rares sont ceux qui ont eu le courage et l'audace de prendre position envers Gaza. Parce que d'abord, vous voyez comment la gestion médiatique des événements à travers le monde, et comment dans des plateaux, on oriente les débats selon une vision unique. Ça peut faire aussi mal qu'une balle aujourd'hui de voir que la cause palestinienne, la cause d'hommes, de femmes et d'enfants est aussi banalisée sur les plateaux télé du monde. Je pense que les mots ont aussi leur importance. Bien sûr, mais bien sûr. Malheureusement, regardez l'ensemble de ces morts et on arrive à dire qu'Israël a encore le droit de se défendre. Non seulement, mais dire que l'État sioniste est la victime. Oui. On parle de soldats qui sont morts. Ce sont les soldats de l'armée sionistes qui sont morts. Qui revoient leurs chiffres à la baisse. Hein. Très bien. Au fait, ceux qui sont la cible des combattants, ce sont des gens qui sont au combat. Et les Palestiniens observent totalement le droit international, le droit de la guerre, donc, et sont en complète, j'allais dire, harmonie avec ce qui a été décrit par les accords de Genève, le premier protocole, le droit international, tout cela. En contrepartie, moi je vais vous dire, on nous a parlé donc de ce qu'a subi les Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. La solution finale, n'est-ce pas? On a parlé de... Comment on appelait ça? Enfin, l'Holocauste. L'Holocauste. Mais quand on entend parler ces gens-là de l'Holocauste, de tout cela, et on essaie de faire... Ça a toujours été leur ligne de conduite, jouer sur cette culpabilité. Justement, si on essaie de calquer ce qu'ils sont en train de dire sur le terrain, eh bien c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire reproduire aux Palestiniens. Une prison à ciel ouvert, fermée, interdiction de nourriture, interdiction d'eau, d'électricité, de médicaments. Vous savez, vous avez parlé de fiction tout à l'heure. Quand on a vu les images qui défilaient, parce que même en Cisjordanie, il y a aussi des exactions qui sont commises par l'armée d'occupation sioniste, quand on voit les colonnes de militaires, de soldats déambuler dans les rues pour aller chercher les Palestiniens dans leur maison, les traquer, les tuer, les faire sortir de chez eux, ça me rappelle les films dont vous nous parliez juste avant. Mais absolument. C'est une stratégie. C'est une stratégie qui a été élaborée depuis longtemps et qui vise, moi, à mon avis, je le dis parce que je le pense, dans mes recherches, je dis nous sommes dans la stature du gouvernement mondial et que les chambres noires, sombres, font la politique du monde. Et donc cela dépasse l'entendement d'abord, mais dépasse cette guerre contre une petite région de 40 km sur 17 km de large, qui est Gaza, et qui a fait trembler le monde. Et pour laquelle on a mobilisé deux porte-avions les meilleurs, les plus... On reviendra sur le soutien inconditionnel de l'entité sioniste, mais vous avez dit tout à l'heure quelque chose d'intéressant, c'est cette mobilisation incroyable autour de la cause du conflit aujourd'hui que nous vivons entre la Palestine et l'entité sioniste. Je crois que aucun conflit n'a autant fédéré de monde autour du monde entier. Aujourd'hui, on a vu une mobilisation, un intérêt
extraordinaire porté à la cause palestinienne, alors qu'il y a peut-être plus de 50 000 conflits dans le monde qui font autant de morts. Mais pourquoi aujourd'hui cette attention particulière sur cette région-là? Qu'est-ce que cela représente comme intérêt? Oui, vous savez, d'abord, moi, je voudrais revenir sur ce qui se passe actuellement à Gaza et par rapport à ses effets, ses répercussions politiques dans le monde et en particulier en Europe. Il y a d'abord le fait qu'on ne peut pas être scandalisé ni condamner ce qui se passe. Nous sommes en train de voir, pratiquement en direct, à travers tous les networks, que le peuple palestinien, en général, et les Gazaouis en particulier, sont en train de se faire tuer, comme ça, simplement par le fait que l'entité sioniste a décidé que la bande de Gaza doit disparaître. Et jusqu'à présent, les images TV que nous avons nous montrent effectivement que non seulement on est en train de tuer les gens de Gaza, les Palestiniens de la bande de Gaza, et bien sûr, il faut le rappeler que la bande de Gaza, c'est une enclave qui est fermée par des murs. Il y a des murs de protection, des murs de sécurité, ce que j'avais appelé à l'époque une bantoustionisation de la Cisjordanie occupée. Et donc on est en train de tuer à ciel ouvert, et comme toujours on est dans un film, c'est ce que les télévisions françaises parlent. Elles parlent actuellement de deux films, deux scénarios qui sont en train de se passer en Palestine occupée, en Cisjordanie occupée, particulièrement dans la bande de Gaza. On est en train de tuer, sans l'intervention de tous les défenseurs des droits de l'homme qui avaient, dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, qui avaient crié non, les droits de l'homme, il faut sauver les Ukrainiens, le pauvre soldat Zelensky, etc. Oui. Mais là, nous il y a eu des sanctions économiques, il y a la CPI qui s'est autosaisie. Tout de suite, les mesures ont été prises pour bloquer. Tous les pays européens, tous les pays membres du NATO, chacun, c'est comme si on fait, si vous voulez, c'est un truc de gangstérisme. On demande à tout le monde de mettre la main à la poche. La main à la poche, c'est de fournir des armes à l'Ukraine. Oui. L'Ukraine qui est... Mais là... Au dépend de leur propre économie. Là, jusqu'à présent, ce qui se passe, on ne peut pas ne pas scandaliser devant l'horreur, devant le massacre. Griffith, le chargé des questions humanitaires à l'ONU, l'a dit aujourd'hui, l'a dit hier. On ne peut pas ne pas être scandalisé. Oui. Et là, nous sommes en train de regarder et d'observer que tous ceux qui défendent les droits de l'homme, qui veulent défendre la paix dans le monde, ne font rien. Se taisent. Et gardent ce silence assourdissant et meurtrier. Qu'il faut relever dans la presse internationale, européenne et américaine en particulier, c'est qu'il n'y a jusqu'à présent, même au niveau des conseils de sécurité, il n'y a jusqu'à présent pas eu le mot condamné. Non, alors justement, vous faites bien de parler... On est attristé, on est désolé. On ne condamne pas. Non, il n'est pas question de condamner ou d'appeler un cessez-le-feu, pas du tout. On condamne le Hamas, oui, mais on ne condamne pas l'entité sioniste. Oui. Pas question de cessez-le-feu. Oui. Donc, si vous voulez, c'est un peu... Bon, l'Allemagne est toujours dans cette position, toujours vis-à-vis de mémoire. Israël, absolument. Alors, le Conseil de sécurité de l'ONU est incapable de parler d'une seule voix. On l'a vu depuis le début de ce conflit. S'est prononcé ou doit se prononcer aujourd'hui sur un nouveau projet de résolution appelant à des pauses et des couloirs humanitaires dans la bande de Gaza. Comment ça va se répercuter sur... c'est rien du tout. Hein. Aujourd'hui, on a des milliers de personnes sous les décombres, des milliers de personnes déplacées, 1,5 million même plus. D'autres personnes qui se retrouvent sans eau, sans nourriture, dans le désastre le plus absolu. Monsieur Gamel Abina, justement, on a commencé à parler avec la fiction aujourd'hui qui devient une réalité. Aujourd'hui, on assiste quelque part à presque un génocide qui est filmé, qui est télévisé. On a les images, on assiste à cela depuis notre chez nous, on regarde ce qui se passe. Et pourtant, cela ne fait pas réagir la communauté internationale ou l'Occident plus spécialement. Merci de rappeler que c'est l'Occident, effectivement. Il ne faut pas penser que le monde ne réagit pas. L'Occident, donc la France, l'Angleterre, les États-Unis et ceux qui sont affiliés à l'Occident, réagissent effectivement en faveur d'Israël comme toujours, puisque c'est eux qui l'ont créé. Ça reste un instrument occidental, Israël. En revanche, la communauté internationale, donc le reste du monde, s'inscrit complètement dans une démarche de condamnation formelle et très ferme par rapport aux crimes qui sont commis par l'entité sioniste. Là, j'ai entendu plusieurs choses, par exemple, de dire que les gens ont peur. Non, les gens ont de moins en moins de peur. Il y a des manifestations dans le monde entier. Pourquoi ?
Parce que la question palestinienne, ce n'est pas simplement une question coloniale qui est évidente aujourd'hui, d'une barbarie venue d'Occident pour réparer un crime de guerre qui a été commis, un massacre qui a été commis vis-à-vis des Juifs d'Europe. Il le réparait avec une autre faute qui n'avait rien à voir. Les Arabes n'étaient en aucun cas responsables des crimes produits. Et j'ai entendu plusieurs éléments de langage aujourd'hui utilisés. Par exemple, il faut faire très attention à cela parce que c'est le langage sioniste. Quand par exemple on parle d'Holocauste, c'était le bon terme, il faut surtout et jamais utiliser Shoah qui est un terme israélien et qui n'a rien à voir avec l'histoire de ce qui s'est passé en Europe. Ils ne vont pas se réapproprier l'histoire du martyr européen au profit d'un État qui martyrise les Palestiniens. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le point Goldwyn consiste en quoi? À faire des analogies entre le massacre des Juifs en Europe par des Européens et le massacre, soi-disant, des Palestiniens sur des Juifs qui n'a quasiment jamais existé. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a une population qui est bombardée, massacrée, détruite littéralement sous les caméras du monde entier et qu'on ne fait pas de parallèle avec ce qui s'est passé en Europe. Moi, le parallèle que je ferais, c'est pas que les Juifs en Palestine sont victimes, ça n'est pas vrai. Les Palestiniens seraient à nouveau les Juifs d'Europe, en Moyen-Orient. Le bombardement auquel on assiste ressemble étrangement au bombardement de Varsovie par les troupes nazies. Les méthodes sont les mêmes. La déshumanisation, à savoir que le Palestinien n'est pas un être humain du point de vue de la partie sioniste, a été déclarée de nombreuses fois avant la guerre et pendant cette guerre. Mais surtout, il faut se rappeler d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, Israël démontre dans sa barbarie qu'elle ne respecte aucun terme des droits internationaux, que ce soit les conventions de Genève, les conventions sur les prisonniers de guerre, la torture qui est pratiquée de façon récurrente, les bombardements des objectifs des hôpitaux, les bombardements, il y a eu plus de 40 journalistes qui ont été assassinés, il ne faut pas les assassiner parce que c'est ciblé. Et surtout de faire croire que les hôpitaux serviraient de réserve pour le Hamas et les groupes palestiniens, parce qu'ils sont tous coalisés aujourd'hui contre la barbarie sioniste. Et bien en vérité, il n'y a aucune trace d'armement dans les hôpitaux parce que le Hamas respecte sa population et ne va certainement pas l'exposer dans les hôpitaux à des bombardements. Justement, on parle de guerre d'image aussi. Hier, l'armée d'occupation sioniste a filmé des tunnels censé être sous l'hôpital Shifa, mais on a vu qu'il n'y a... D'abord, je vais vous laisser donner votre avis sur ce que vous avez vu et quelle lecture faites-vous? Vous savez, cette lecture, enfin, cette lecture, je vais faire, elle est simple. Ça commence par d'abord une confiscation de terre et un vol organisé par les Occidentaux en Palestine. Les Ashkénazes ont décidé de prendre une terre dans le Moyen-Orient parce que, soi-disant, ils retourneraient chez eux. On a quoi? On a la propagande qui dure depuis plus de, alors on va être très clair, 75 ans. Oui. Ça fait 75 ans qu'ils ont partagé la Palestine en deux, ils, les Occidentaux, sans les États arabes. On leur a pas demandé ce qu'ils en pensaient et ça a commencé dès le départ par une injustice. Il y a plus de 57% en faveur des sionistes, 43% pour les Palestiniens qui sont chez eux, rappelons-le toujours. Mais pour revenir... Ensuite, voilà. J'y viens. Donc, dès le départ, on nous a présenté un schéma qui consiste à faire croire que d'un côté, il y a des victimes européennes qui avaient le droit de retour chez eux, alors que ce n'est pas vrai, et de l'autre côté, des Palestiniens qui étaient les usurpateurs. Et ça a été dit, Gaza est une prison à ciel ouvert avec des murs tout autour, des miradors. Vraiment, c'est un camp de concentration extraordinaire. 2 300 000 personnes. Et surtout, les chiffres, pour être précis, c'est 41 km de long par 6 à 12 de large maximum. C'est vous dire un peu la concentration de population. Et bien aujourd'hui, on utilise l'image pour faire croire que les Gazaouis utiliseraient des méthodes, des sous-marins, qu'est-ce que je raconte, des tunnels qui feraient des kilomètres. Ça nous rappelle étrangement la guerre d'Irak. Oui, c'est ça, la guerre d'Irak, l'Afghanistan, Bora Bora, on a tout un tas comme ça de mythes qui sont fabriqués dans le but de justifier des massacres de masse. Parce qu'aujourd'hui, les sionistes disent quoi? On ne touche pas, on n'arrive pas à avoir les combattants du Hamas ou des autres factions, donc on tire dans la population pour les faire sortir de leur trou. Problème, c'est que tous les Palestiniens aujourd'hui sont victimes de cette barbarie et que le monde entier occidental, je précise donc pas le reste du monde, puisque c'est 20% de ce monde occidental, prétend aujourd'hui qu'Israël a le droit de se défendre. Sauf que dans les conventions internationales, c'est la personne qui est agressée qui a le droit de se défendre. Et en l'occurrence, les Palestiniens, je vous donne un chiffre, en 10 ans, 8 000 morts. Qui agresse qui? Ensuite, des bombardements récurrents. Je rappelle qu'Israël a attaqué systématiquement une centaine d'attaques sur la Syrie pendant 10 ans. Qu'ils passent leur temps à attaquer à droite et à gauche. Ils ont attaqué en 85, par exemple, en Tunisie. C'est-à-dire que c'est un État qui passe son temps à attaquer les autres. Pour rester un petit peu concentré sur ce qu'on parlait de guerre d'image tout à l'heure. On parlait de ces tunnels, justement. Mais finalement, rien n'a pu être prouvé. Il n'y avait pas d'armes de guerre. Il y avait peut-être quelques armes face à une des plus grandes puissances militaires au monde. Comment continuer à justifier justement cette attaque? Alors je ne dirais pas une des plus grandes puissances militaires, la plus grande puissance militaire, parce que le soutien
immédiat qu'on a observé de façon très honteuse d'Israël, c'est les États-Unis qui est la première puissance. Donc c'est la plus grande puissance. Ensuite, effectivement, ils font croire qu'il y a des réseaux, des tunnels ou des armes cachées en sous-jacent, mais en vérité, c'est pour justifier de la barbarie qu'ils utilisent. Aujourd'hui, les guerres de l'image consistent à faire quoi? Dans la propagande, que d'un côté, il y a les héros, les blanches colombes qui seraient obligées, les malheureuses, de massacrer ces barbares, ces arabes animaux palestiniens, et de l'autre côté, des Palestiniens qui méritent d'ailleurs la mort. Et effectivement, ces méthodes de communication consistent à déshumaniser et à exagérer le risque, soi-disant sécuritaire, de la partie palestinienne par rapport à Israël. Mais en vérité, je vous donne une information qui est très simple. Justement, le risque était minime quand on voit ce qu'ils montraient à l'image. Ça peut leur desservir aussi dans leur quête de légitimité dans ce massacre. Vous savez, la quête de légitimité s'en fiche parce qu'ils ont la force pour eux et que c'est le droit de la force qui l'emporte aujourd'hui. Ils ne respectent pas l'ONU, ils ne respectent pas les conventions internationales qu'ils ne signent pas, ils ne sont pas signataires de la CPI, ils ne sont pas signataires des conventions de Genève, ils ne signent rien parce qu'ils ne prennent aucun risque. Il n'y a même pas d'État défini, il n'y a même pas de frontières définies. C'est un État qui est modulable en fonction des intérêts des uns et des autres. Mais une chose est certaine, c'est que concernant les rapports de force, on parle de guerre asymétrique, donc une guerre disproportionnée. D'un côté, une guérilla avec des moyens désuets, le côté une armée suréquipée. Les Palestiniens, rappelons-le, sont chez eux d'abord, n'ont pas d'avions, pas de DCA, donc ils ne peuvent même pas se défendre des avions, pas de navires, pas de chars, pas de véhicules blindés, ils n'ont rien. Donc on voit effectivement qu'il y a un rapport de force déséquilibré où David aujourd'hui est devenu Goliath. Et le David d'hier, aujourd'hui, est devenu le Palestinien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que Israël nous vend un mythe, comme d'habitude, de défense, alors qu'en vérité, ils sont en train de massacrer. Et l'objectif, in fine, on en reparlera si vous voulez juste après, ça n'est certainement pas de conserver les Palestiniens à Gaza. L'objectif clairement établi depuis des années, c'est la déportation de toute la population palestinienne du côté du Sinaï d'un côté et en Jordanie de l'autre. Merci. Alors, on l'aura compris, aujourd'hui, on ne trouve pas, en tout cas l'entité sioniste peine à avancer sur le terrain, à trouver de véritables justificatifs qui pourraient du moins expliquer les positions de la communauté internationale. Bien sûr, là-dessus, on est d'accord. Le Hamas opère un centre de commandement sous un grand hôpital de Gaza. C'est ce que dit la Maison-Blanche pour continuer à protéger son allié. Le Hamas voit dans les accusations américaines un feu vert pour de nouveaux massacres, ce que dément bien sûr la Maison-Blanche. Mais quand on ne dit rien, c'est qu'on est d'accord. Absolument. Non, je voulais dire que nous sommes en plein dans la guerre médiatique. Et nous sommes dans ce que nous appelons les guerres hybrides, les nouvelles guerres de nouvelles générations. Ce qui se passe sur le terrain qui vient d'être confirmé, c'est un ensemble d'éléments étatiques et non étatiques qui opèrent à Gaza. Donc, derrière l'entité sioniste, vous avez l'OTAN, vous avez les grandes puissances occidentales. Comme je disais tout à l'heure, les États ont peur, je ne parlais pas du monde. Les peuples n'ont pas peur, heureusement. Parce que ce sont les peuples qui ont pu, à travers les réseaux sociaux, bon gré, mal gré, faire la contrebalance, contre vents et marées, ils ont réussi quand même à dénoncer et à gagner la guerre médiatique qui a été menée, je dirais, de main de maître par la résistance palestinienne, mais aussi par les humanistes à travers le monde. Il se trouve que dans cette guerre, nous, on a tendance à la résumer à une guerre entre Gazaouis et entités sionistes. C'est la Palestine. D'abord, les Gazaouis, ce sont les Palestiniens qui habitent ou qui sont retranchés dans la bande de Gaza, qui ont été obligés c'est divisé pour mieux régner. Voilà, de prendre refuge là-bas. Ensuite, nous sommes dans le droit international, nous sommes dans une guerre contre une colonisation de peuplement. C'est ce qu'il s'agit. Oui. Voilà. Une des dernières colonisations, pour ne pas dire la dernière colonisation de peuplement. Exactement. Et ça ressemble vraiment en tout avec ce qui s'est passé ici en Algérie. Et même, rappelez-vous que la résistance algérienne a été aussi qualifiée de terroriste, de flaga, et j'en passe. Et que la France disait que c'est une affaire interne, ce que disent les sionistes. Le fait. Est-ce que pour Gaza, on rassemble autant de puissance pour dire que le problème, c'est les Gazaouis ou les tunnels, comme disait votre invité? Eh bien, pas du tout. Là, il s'agit d'une épuration
pure et simple. Et vous savez, dans le droit international, une épuration, donc, ou c'est par la mort, ou par le déplacement des populations. Donc là, on est en train de faire les deux. Oui. L'objectif est de vider Gaza, parce que les enjeux géopolitiques et stratégiques pour Gaza, qui a 30 kilomètres, il y a les gisements de gaz à une profondeur de 600 mètres, avérés, et c'est les premiers gisements qui ont été découverts en 1990. Ensuite, il y a le fameux projet du canal Ben Gourion qui lie la mer Rouge à la Méditerranée de telle sorte qu'on n'aura plus besoin du canal de Suez. Troisièmement, il y a le fameux projet, justement, le corridor américain qui relie l'Inde à l'Union européenne, et donc par deux voies, la voie maritime et la voie ferroviaire. Autant d'importance pour ces projets-là, parce qu'il s'agit de contrôler tout le flux économique mondial à travers ces rails-là, et surtout chevaucher sur la route de la soie chinoise. Là, nous sommes dans un autre contexte. Nous sommes dans le contexte international qui prend forme, ou qui nous vient sous forme de guerre à Gaza. Donc les sionistes, en profitant du soutien indéfectible des Américains par rapport à leurs intérêts, d'ailleurs, ce sont les judéo-chrétiens qui ont lancé le manifeste Destiny pour comprendre pourquoi cette relation. Les Puritains qui sont allés vers les nouvelles terres, ils ont comparé le départ de la Grande-Bretagne vers les États-Unis d'Amérique comme le départ de l'Égypte vers la terre sacrée. Et que ceux-là sont mandatés par Dieu pour sauver l'humanité, pour justement pour transmettre les valeurs du libéralisme. Là, nous sommes dans un contexte unique et commun. Et ce sont eux-mêmes qui ont créé le lobbying aux États-Unis d'Amérique pour le vote des présidents des États-Unis d'Amérique. Et qu'un président aux États-Unis d'Amérique, pour pouvoir justement présenter son programme, il a besoin d'argent, et ce sont les lobbies qui le soutiennent, qui vont lui dicter la conduite à tenir. On voit aussi leur présence au niveau des médias. C'est pourquoi vous voyez par exemple Joe Biden, il a une position. Cela nous rappelle que Barack Obama avait une position, mais quand il est devenu président, il en a eu une autre. Les positions sont dictées justement par ces lobbies-là. Ce sont les lobbies qui gouvernent le monde, et leur puissance va au-delà de la puissance des États. Et c'est pourquoi vous voyez des États qui ont été obligés de normaliser, d'autres obligés de se taire, parce que ce que nous voyons, ça n'a rien à voir avec le réel politique. Les coulisses, ça dit autre chose. Hein. Oui. Les pressions, elles sont énormes. Alors, on parlait du lobby sioniste qui est aussi présent dans les médias. Aujourd'hui, dans les chaînes médiatiques occidentales, on dit que c'est une guerre sans images, alors que les images sont là. Mais comme il n'y a pas de journalistes occidentaux sur place, donc on remet en cause aujourd'hui la fiabilité de l'information. Il faut savoir que ces journalistes ne sont pas autorisés à entrer sur le terrain par l'entité sioniste elle-même. Absolument. Bon, moi je pense que pour le moment, après tout ce qui s'est passé, l'urgence c'est d'arrêter ce qui est en cessez-le-feu, d'arrêter le massacre des Palestiniens, d'arrêter, si vous voulez, tout ce que l'humanité, si vous voulez, subit, tout ce qui scandalise l'humanité. Parce que là, c'est surtout ces images dont on parle, ces images assassines. Là, nous sommes en train de voir qu'il y a un peuple qui résiste encore, systématiquement liquidé, un par un. Votre invité avait parlé du périmètre très étroit de la bande de Gaza. C'est quelque chose comme 2,3 millions d'habitants de Gazaouis. Mais là, vous avez, avec le basculement de la population du nord vers le sud, vous avez ce qu'on... On n'imagine même pas dans quelles conditions ils vivent aujourd'hui. On a vu des images. On les voit. C'est vraiment des pauvres airs, si vous voulez. On est transporté quelques milliers d'années dans le temps.
c'est les temps bibliques qui sont en train de se passer là-bas. Et là, moi, je voudrais revenir sur l'idée que nous sommes en train d'assister au même scénario que celui qui a été développé par l'administration Bush avec l'Irak, avec Saddam Hussein. Colin Powell, ministre de la Défense, guerre de mensonges à l'époque, à l'époque, avec Tony Blair, le Premier ministre britannique, ils avaient tenu mordicus qu'il y avait des ADM à Bagdad, il y avait des armes de destruction massive. Et donc, c'est pour justifier une intervention armée des coalisés, de la coalition, sur l'Irak. Et on a vu ce qu'on a vu. L'Irak n'existe plus pendant plusieurs années. Maintenant, il est en train de revenir. Maintenant, si vous voulez, c'est quelque chose entre guillemets. On parle de couloir, on parle de souterrain. Du Hamas qu'il faut. C'est ça l'opération. Toute l'opération actuelle, c'est aller détruire les souterrains de Hamas. Parce que pour les Occidentaux, votre invité a bien fait de le mentionner, parce que pour les Occidentaux, Hamas, par rapport à une autre entité politique palestinienne, est un danger. Un danger dans la mesure où, maintenant, c'est lui qui constitue, si vous voulez, une menace sur la paix dans la région. Or, c'est Hamas, c'est les Palestiniens qui sont les victimes d'une barbarie innommable de ceux qui se disent avoir été victimes du nazisme. C'est là tout le c'est là, si vous voulez, c'est ridicule. L'histoire est parfois ridicule. Ceux qui se disaient avoir été gazés, tués, exterminés par une puissance militaire et politique sont aujourd'hui en train de reproduire moins d'un siècle après, sont en train de reproduire la même chose sur un peuple à qui on a imposé un autre peuple. Il faut revenir sur ce qui s'est passé lorsque, vous savez, ils sont passés par Alger, l'Exodus. Il y a eu des Européens de Pologne qui sont venus, qui ont été installés du côté d'Alger, et puis ils ont été emmenés d'Alger jusqu'en Palestine. Si vous voulez, maintenant, nous sommes en train de vivre un film, un cauchemar. Alors, Monsieur Gamel Abina, on a parlé de ce soutien indéfectible de la communauté internationale envers l'entité sioniste. On a vu toutes les frégates, tous les bateaux, les armements qui ont été envoyés en secours. Et vous le disiez pourtant, l'entité sioniste a l'armée la plus importante au monde. Est-ce qu'après le 7 octobre, justement, cela a montré quelque part ses limites? Il y a eu une peur, comme vous le disiez, du côté occidental. Tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a cru pouvoir nous vendre le mythe d'un État sioniste absolument invincible. Ce fameux mythe de l'invincibilité qui a été largement battu en brèche il y a 50 ans. Cette opération a eu lieu 50 ans quasiment jour pour jour après la guerre de 73, la guerre du Kippour qui a vu la victoire des Égyptiens et des Syriens sur Israël, sauvée in extremis par les États-Unis, évidemment, comme toujours, avec ce fameux pont aérien. Mais surtout, c'était 30 ans après les accords de paix, 30 ans et un mois après les accords de paix ratés de 93, les accords d'Oslo. Donc systématiquement, les Palestiniens ont tenté des accords de paix. Je rappelle que 4 fois les Arabes et les Palestiniens ont proposé la paix. Une fois, on se souvient, en 93, une autre fois en 2002 pour les territoires contre la paix, une autre fois en 2007 à nouveau, en 77 avec le Camp David quand Sadat, qui comme une grave faute politique, propose la paix avec la Palestine, évidemment dans le bateau, il finit par récupérer le Sinaï. Donc systématiquement les Arabes proposent la paix, mais Israël ne veut pas la paix, ça ne l'intéresse pas parce qu'ils sont forts. Et le problème c'est que les rapports de force, c'est là où ça devient intéressant, les rapports de force c'est le fort contre le faible, donc le fort n'écoute pas. En revanche, ce qui vient de se passer, ce choc psychologique, de voir que leur super service de renseignement Mossad, Shin Bet, très arrogant, très prétentieux, se prétendant les meilleurs au monde, n'ont rien vu venir, de voir que leur super mur de $1 milliard n'a pas été en mesure de stopper une attaque aussi grossière, aussi grande, avec 1500 combattants, de voir surtout que leur dôme de fer très arrogant a au début arrêté quelques roquettes, c'est des roquettes et non pas des missiles, c'est annoncé comme des missiles, ce sont des petites roquettes. Eh bien, ils ont réussi à en intercepter quelques-unes, mais la multitude a fait qu'ils n'ont pas pu les arrêter toutes, et évidemment, ils ne peuvent pas les arrêter, c'est impossible. Et surtout de voir, et c'est le plus grave, que le service sécuritaire ultra-sioniste qui annonçait qu'il pouvait écraser un peuple et que ce peuple ne se relèverait pas,
a été mise en échec. Donc effectivement, ce gouvernement raciste, il ne faut pas l'oublier, je le répète systématiquement, c'est un gouvernement d'extrême droite, a été mis en grave difficulté et il y aura des comptes à régler. Il était déjà détesté parce qu'il voulait confisquer la démocratie. Maintenant, avec la sécurité qui a été battue en brèche, il sera encore plus détesté par sa population de l'intérieur et de l'extérieur. Les Juifs américains, par exemple, ne veulent plus entendre parler de lui. Donc c'est vrai que cette peur... Est-ce que le basculement peut venir de l'intérieur, justement ? Tout à fait, parce qu'il y a une peur sous-jacente qui s'est installée, parce que les kibboutz, qui sont plutôt de gauche, ont été le plus impactés, on le sait, parce qu'effectivement, il s'est vanté d'être le plus fort, le meilleur, le plus dominant de la région, et il a montré qu'il était très faible, et que finalement, il a dû faire appel à Maman America pour avoir des porte-avions, pour ne pas avoir une guerre sur 2, voire 3 fronts, puisque les Houthis et le Yémen s'y mettent. Donc c'est vous dire à quel point le mythe de l'invincibilité est largement battu en brèche. Par qui ? Par des va-nu-pieds, par des gens qui sont sous-équipés, par des gens qui sont sous le joug de cet État qui s'est comporté comme un État raciste et dominant, racialiste, n'oublions pas, et qui lui-même avait connu à une époque, je parle de ce peuple juif ashkénaze, il faut distinguer les juifs arabes des juifs européens, hein, c'est important. Eh bien, il a connu ce racisme violent et malheureusement l'a reproduit. Alors beaucoup l'ont condamné, mais c'est vrai qu'en Palestine occupée aujourd'hui, il est de bon ton de dire que les Arabes sont des gens dangereux, des animaux, des barbares, alors qu'en vérité... Depuis 75 ans, qui ne respecte pas les peuples arabes? Qui fait les guerres à tout le monde? C'est toujours le même. Donc la question qui doit être posée aujourd'hui, c'est pourquoi ils font cette guerre? Et moi, je vous donne une réponse très simple. Hein. Vous avez entendu parler du fameux Léviathan. C'est vrai, on a parlé effectivement de cette route Ben Gurion là, qui permettrait de contourner ce fameux détroit le détroit de Suez, le canal de Suez. Eh bien, ils essaient de contourner ces zones arabes, contrôlées par les Arabes, pour pouvoir s'autonomiser au niveau occidental parce que, et c'est Théodore Herzl qui l'a écrit dans son livre L'État des Juifs, le peuple juif européen doit être, bien le juif européen je précise, doit être l'avant-garde de la civilisation occidentale face à la barbarie asiatique, s'entend évidemment moyen-orientale. Eh bien, cette idée-là est restée sur place. Et aujourd'hui, on observe effectivement qu'il y a la caricature d'un côté les barbares, donc les Arabes, les musulmans, les Palestiniens, et de l'autre côté les civilisés qui mettent des bombes du ciel. Eh bien, aujourd'hui, effectivement, la question qui se pose, c'est une question à la fois géopolitique, géoéconomique, avec le retour de la guerre froide, sécuritaire, énergétique. Tout ça, c'est des questions qui sont très importantes. Et il y a toujours un petit goût de pétrole ou de gaz dedans. Il y a une poche de gaz considérable, une des plus importantes au monde, qui est au large de Gaza. Et Israël voudrait s'en emparer. Ils font beaucoup actuellement d'exploitation de façon oblique, hein, mais ils voudraient s'emparer de cette poche de gaz sans que les Palestiniens en profitent, alors que les Palestiniens effectivement sont chez eux. Donc la question qui se pose, c'est de savoir comment se fait-il que ce qu'on appelle donc la communauté internationale, je traduis 3 pays, États-Unis, France, Angleterre, avec leur droit de veto, ne veulent pas appliquer les droits qu'ils prétendent vouloir appliquer, par exemple à la Russie et l'Ukraine. Comment se fait-il qu'ils le font? Simplement parce qu'Israël est l'enfant de ces pays. C'est Sykes-Picot qui a découpé la région, c'est les États-Unis qui gardent sa sécurité. En parlant de tous ces projets-là, pourront-ils réellement aller jusqu'au bout de leurs projets? Alors non, parce que maintenant que le caractère sécuritaire est remis en cause, maintenant que le monde entier voit bien qu'il y a un barbare et puis une victime, et surtout maintenant que la sécurité est largement impactée côté israélien parce que tout leur super système de sécurité ne fonctionne pas, la technologie ne répond pas à tout, eh bien de l'intérieur même de l'État israélien, ils vont commencer à se dire, écoutez, bon, là il y a un problème, les Arabes proposent la paix, on n'en veut pas, on a cru qu'on était les plus forts, qu'on pouvait les écraser, ils ont réussi à les mettre en échec alors que c'était les plus faibles, eh bien on va se poser la question d'un jour peut-être qu'un grand État puissant et industrialisé comme l'Iran, si jamais il intervient, parce que tout le monde a vu la fragilité, eh bien, ça finirait par être catastrophique pour eux. Aujourd'hui, ils se cachent, il y a une exode considérable des Israéliens vers les pays de leur double nationalité d'origine. Donc c'est vrai que cette peur est latente. Oui, bien sûr. Ils partent parce qu'ils ont peur. Contrairement à une population razaoui qui résiste sous les bombes, c'est une question de terre, de territoire, c'est important. Alors après tout ce que M. Gamal Abina a dit, que vous aviez aussi mentionné, est-ce que vous pensez que tous ces paramètres vont changer dans la région? Il y a justement beaucoup de choses qui sont en train de changer dans la région. Et justement parce que cette défaillance, d'abord en ce qui concerne l'entité sioniste ou cette organisation terroriste créée de toutes pièces par l'Occident démontre à quel point la région de la Palestine est importante dans la politique américaine. Vous savez, je vais vous parler autrement, le plus grand continent ou la plus grande île telle qu'elle a été décrite par les géopolitiques, c'est l'île euphrasique, c'est-à-dire l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Et le Moyen-Orient
est le point de jonction entre les 3 continents. Et il se trouve que la guerre entre les puissances thalassocratiques et les plus grandes puissances terrestres se retrouve dans la moisson. Donc les mers chaudes, la Méditerranée et la mer Rouge. Et là, nous sommes dans ce que nous avons appelé autrefois le mot m'échappe, c'est pas grave. Donc, les Américains ont besoin, l'Occident a besoin d'avoir une mainmise. Après 1945, le passage du jalon entre la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique, les Britanniques sont passés pour l'économie du savoir et les Américains sont passés pour l'hégémonie mondiale. Et cette hégémonie passe donc à travers les rapports des services secrets britanniques et tout ce qu'ils avaient sur le Moyen-Orient et sur le monde. Donc, par besoin de conserver ce territoire, s'explique de 1916, où les Français et Britanniques se sont partagés la partie du Moyen-Orient, et par conséquent, la Palestine est passée entre les mains des Britanniques. En 1917, il y a la fameuse déclaration de Balfour, et d'ailleurs, c'était une déclaration sur le Times. Et le destinataire a été Rothschild, Lord Rothschild, alors qu'ils n'avaient pas d'interlocuteurs, les Britanniques. Et quand on voit la déclaration de Balfour, c'est donner un foyer. C'était pas donner la Palestine. Donc au peuple juif, qui était puissant et nombreux en Europe et que l'Europe voulait s'en débarrasser, mais parce qu'ils étaient aussi riches. Oui. Il fallait qu'ils gardent cette mainmise et la domination sur eux. Donc la Palestine, on leur donne un territoire là-bas et ça nous permet de mieux contrôler sans pour autant être colons. Car ce sont les Américains et les Britanniques à travers les accords de la charte qui a été signée à Los Angeles, à San Francisco en octobre 1945 et qui stipulait justement la décolonisation. Donc ils ne pouvaient pas faire autrement. Donc garder la Palestine de la Phénicia, voilà, c'était le mot qui échappait, et la Phénicia, c'est la Palestine, le Liban, la Syrie, la Jordanie. C'est un peu le projet, vous parlez du projet aussi sioniste, non mais oui, pour revenir un peu plus loin. Est-ce que justement, comme on parle depuis tout à l'heure, de cette faillite de l'entité sioniste qui a montré donc ses limites, on l'a dit le 7 octobre, et on a parlé aussi de Netanyahou qui est aujourd'hui même en ce moment, au niveau du champ médiatique occidental, à être critiqué pour ses positions d'extrême droite, de fasciste. Monsieur Gamel Abina parlait aujourd'hui d'une population juive qui rejetait carrément ses positions. Est-ce que cela ne peut pas aussi emmener vers la fin ou le démantèlement du projet sioniste ? Écoutez, vous savez, il ne faut pas croire que ce sont des chimères. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un gouvernement jusqu'au boutiste. Demain, il y aura un autre gouvernement sioniste jusqu'au boutiste. Et actuellement, c'est Ehud Barak, l'ancien Premier ministre, l'ancien boucher de l'opération Plan d'Ursie, qui est, si vous voulez, dans l'attente de descendre son rival politique, l'actuel Netanyahou, qui est également un autre boucher sioniste. Donc, si vous voulez, que ce soit Netanyahou ou prochainement Barak, parce qu'il est en train de ruer dans les brancards, pour lui, Netanyahou ne fait pas assez pour maîtriser mais est-ce que là, justement, la donne n'a pas changé? Non. Est-ce que les populations elles-mêmes ne peuvent pas être dans ce rejet? Non, le problème, c'est que vous avez, votre invité vient de le dire, le problème, c'est que vous avez un nouveau Goliath. Il est super puissant, eux se sont super puissants, il a l'appui des Occidentaux, et surtout, non pas plus qu'un appui, c'est le soutien matériel et financier de la première puissance économique et militaire mondiale. Alors on dit souvent que Netanyahou, personne n'arrive à l'arrêter, mais c'est parce qu'on ne veut pas l'arrêter. Non, écoutez, c'est-à-dire, le problème, c'est que vous avez
parce que là, il faut bien différencier les choses. Vous avez l'administration américaine qui est à 1000% pour l'entité sioniste depuis tout le temps. Et vous avez le peuple américain. Il faut faire le distinguo. Et là, et là vous avez justement, vous avez là l'opinion publique américaine. Vous avez l'opinion publique occidentale. On a vu des manifestations extraordinaires à Londres pour la Palestine. Il y a 2 jours, un club espagnol, Alaves, est rentré, les joueurs du club, les 11 joueurs sont rentrés sur le terrain avec des drapeaux palestiniens. Il y a eu même une ministre belge qui a appelé à boycotter les produits sionistes. Est-ce que fabriqués par les colonies? Si vous permettez, donc vous avez une opinion publique qui se réveille occidentale. Non, elle est là, mais on ne l'écoute pas. C'est ça le problème. Ces dirigeants n'écoutent pas. Vous avez en France, on a fait une opération, si vous voulez, d'enfumage. Les militaires connaissent un peu l'opération. Ils ont fait cette opération de manifestation contre l'antisémitisme. C'est justement pour taire et pour, si vous voulez, boucher toutes les infructuosités à ceux qui sont justement, qui veulent descendre, manifester, dénoncer le pogrom qui est en train de se passer à Gaza. On a vu à Washington des manifestations extraordinaires pro-palestiniennes. Et là, on a dit à Biden que tu es un boucher et demain, je n'irai pas voter contre toi, même s'il faut aller voter comme Trump. Donc, vous avez l'opinion publique internationale qui est en train de prendre position. Mais les médias de ces pays occidentaux ne nous donnent pas, ne répercutent pas tellement ce qui se passe. Non, ne répercute pas, pas du tout. Oui. Juste ou déforme parfois même. De ce qu'il disait, c'est que quelque part l'entité sioniste est mandatée d'une mission à travers ce Netanyahou. La répression de la population aussi, elle a un autre objectif, c'est de garder le reste du monde arabe loin de la Palestine. Créer cette division, cette division. Non, mais la peur. La peur également. Elle profite justement d'un état d'esprit actuel. Monsieur Gamel Abine, alors la question qui se pose aujourd'hui, on l'a dit, ça fait 35 ans depuis que la proclamation de l'État de Palestine a été déclarée ici à Alger. Quel avenir aujourd'hui pour Gaza, pour la Palestine? On ne veut toujours pas appeler un cessez-le-feu. Est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas, parce que cela faudra après ouvrir des négociations? Est-ce qu'on ne sait pas encore ce qu'on veut en faire? Ou quel est le projet politique qui se dessine derrière? Alors il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect sioniste qui dit qu'il faut en finir avec le Hamas, qui est une idéologie, donc on n'en finit jamais avec une idéologie. Ils espèrent l'Occident éradiquer le Hamas, donc exterminer au minimum 100 000 Palestiniens. Et de l'autre côté, donc ça c'est le projet sioniste. Le projet occidental, c'est de faire en sorte qu'il y ait un épuisement de la guerre, parce qu'effectivement les sionistes perdent beaucoup de soldats, contrairement à l'idée reçue, et beaucoup d'équipements militaires. Mais le principe simple qui est acquis, c'est de se dire que les Palestiniens ont devant un boulevard de négociation, parce que après le choc qui a eu lieu le 7 et les barbaries qui en sont suivies, on se rend bien compte que c'est plus viable, qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc cette question-là va se poser avec acuité. La Palestine doit renaître, parce qu'elle a toujours existé, c'est un État qu'on a fait disparaître mais qui va revenir, et Israël veut maintenir son précaré, mais il n'a pas cessé de reculer depuis 50 ans. Je veux dire, ils ont perdu le Sinaï, ils ont perdu le Liban, ils ont perdu Gaza malgré tout, même s'il faut semblant d'y revenir. Donc dans la réalité, effectivement, il y aura une négociation. On ne négocie pas avec ses amis, on négocie avec ses ennemis. En l'occurrence, ils vont se débarrasser de leur Premier ministre qui était criminel de guerre, et c'est acté, et ils vont certainement faire appel à quelqu'un de moins criminel, parce que je ne m'attends pas à des miracles. Ça reste une idéologie très, très radicale, le sionisme. Mais il y a 2 choses que j'aimerais relever. La première, c'est qu'effectivement, en Algérie, il y a 35 ans, on a consacré la création, la recréation de l'État palestinien. Et l'autre aspect, c'est qu'on confond, ça a été dit à l'instant, l'antisémitisme avec l'antisionisme. L'antisionisme, c'est une idéologie qui est légitime. On doit être antisioniste parce que ça n'est pas... Il n'y a pas de confusion là-dessus. On fait bien la différence entre les juifs et les sionistes, oui. Mais moi, j'ai combattu en France contre un des plus grands antisémites de France, qui s'appelle Alain Soral, qui est antisémite et anti-algérien. Donc les choses sont très cohérentes dans sa tête. Et ça, c'est une chose qu'on doit combattre quoi qu'il arrive. Par contre, on ne confond pas le sionisme, dont 80% des sionistes sont chrétiens, il faut le rappeler, avec les juifs. C'est 2 choses différentes. Oui, absolument. Et effectivement, si on veut la paix là-bas,
il faut rappeler à ce peuple qui est arrivé, accueilli sur une terre qui était accueillante au départ, rappelons-le quand même, les Palestiniens étaient des gens accueillants et qui se sont comportés après comme des barbares, il faut rappeler qu'effectivement, de deux choses d'une, où ils veulent vivre en bonne intelligence avec le peuple palestinien, pas dans deux États séparés, ça n'est pas viable, mais dans un État multiconfessionnel, multiethnique, où ils ne veulent pas venir vivre là-bas, et à ce moment-là, ils ont deux nationalités, ça va retourner. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de se défendre d'une cause qui est juste, la cause palestinienne, d'un peuple qui est martyrisé depuis 75 ans, voire plus, puisque Zine Qassam, c'est un combattant syrien qui se battait déjà dans les années 20 et 30 contre les sionistes qui arrivaient. Donc c'est vous dire que c'est un conflit qui a quasiment 100 ans en vérité, mais on ne le dit pas, depuis la création 75 ans, et qui ne peut pas durer plus longtemps, parce que le risque, c'est pas seulement la Palestine, c'est une conflagration. Il y a actuellement des États qui composent avec l'Occident, mais ils vont finir peut-être par avoir des coups d'État, comme c'est arrivé par exemple en Iran, et si jamais il y a des coups d'État, eh ben, les populations du monde entier, et particulièrement les populations arabo-musulmanes, sont toutes acquises à la cause palestinienne. Je vais vous donner un exemple. Le Maroc, par exemple, accord d'Abraham signé pour une négociation de chiffonniers, mais le peuple marocain est pro-palestinien, comme les Algériens, comme les Tunisiens, comme tous les peuples du monde arabe. Et c'est question de faire la paix. Il faut le rappeler tout le temps. Israël ne fait la paix qu'avec les dictatures. Le jour où elle fera la paix avec les peuples, à ce moment-là, elle pourra vivre en sécurité. Mais aujourd'hui, ils veulent se garantir une domination de la région parce qu'ils ont les têtes nucléaires et l'Amérique derrière, alors qu'en vérité, ça n'est pas viable. Les rapports de force changent très vite. Les rapports technologiques ont été rattrapés par le monde arabo-musulman. Et si un jour, à Dieu le plaise, il y a une nouvelle guerre, avec cette fois-ci un État structuré et industriel comme l'Iran ou l'Irak qui ont montré, ou d'autres pays, à ce moment-là, Israël aurait beaucoup de soucis à se faire. Donc vraiment, il faudrait arriver à une négociation dans un rapport de force sain. Malheureusement, les négociations se font que sur des rapports de force. On se souvient en 1973, l'Égypte mine racle à Israël. 8 ans plus tard, ils rendent les terres du Sinaï à l'Égypte. Alors, vous parlez de la différenciation entre population et dirigeants, ce que nous faisons depuis tout à l'heure, bien sûr. D'ailleurs, on parlait que le point de bascule pouvait venir de là. On a parlé d'ailleurs tout à l'heure très brièvement de ces produits boycottés et fabriqués au niveau des colonies sionistes. Il y a aujourd'hui le mouvement BDS qui est lancé à travers le monde et cela vient essentiellement des populations aujourd'hui. Tout à fait. Je connais très bien BDS France, par exemple. Il m'est arrivé de travailler avec eux pour les aider un petit peu. Il y a une réalité, c'est que 174 pays dans le monde soutiennent le BDS. Pourquoi? Parce qu'à l'image de l'Afrique du Sud, alors rappelons quand même qu'actuellement ce qui se passe en Palestine occupée, c'est un apartheid. Il y en a qui n'aiment pas le mot, mais un apartheid, c'est les séparations de population avec des bantoustans. Donc ça s'appelle un apartheid, avec des termes racistes qui sont utilisés de façon récurrente. Même si les sionistes ne veulent pas dire, ça s'appelle un apartheid. À partir du moment où vous êtes sous contrôle permanent de l'armée, c'est un apartheid. Donc, ce qui se passe, c'est que l'Afrique du Sud a été vaincue à la fois par une détermination des peuples du monde. C'est marrant, ça rappelle la même chose qu'aujourd'hui. Tout le monde manifestait en faveur des Sud-Africains qui subissaient le racisme anti-noir. Et en même temps, il y avait une organisation mondiale de boycott des produits sud-africains, ce qui a fait plier de Klerk et qui l'a obligé à négocier avec Mandela. Et bien là, c'est pareil. Quand on sera débarrassé du fou furieux qui est à la tête de l'État sioniste actuellement, Netanyahou, ce criminel de guerre qui doit être poursuivi pour ses crimes, ça c'est nécessaire. Ben, quand on sera débarrassé de lui, peut-être que celui qui viendra derrière aura l'intelligence de se dire bon, le boycott commence à être très puissant parce que c'est une arme pacifique, c'est une chose importante à rappeler, et que ce boycott est légitime dans la mesure où si des gens financent, alors je ne vais pas donner de nom parce que vous les connaissez tous, il suffit d'aller sur BDS pour le savoir, mais si des gens ou des États ou même simplement des sociétés apportent un soutien effectif et puissant à l'État sioniste, on doit les boycotter totalement. D'abord parce que c'est souvent des sociétés qui pratiquent la malbouffe, par exemple, je ne vous donne pas les noms, ou les boissons, mais surtout, et c'est le plus important, parce qu'on ne peut pas créditer, on ne peut pas donner le soutien à des gens qui assassinent des enfants. Rappelons tout de même, et c'est important de le dire, que 50% de la population à Gaza sont des enfants ou des jeunes adultes. Donc il suffit juste de tirer une bombe, vous êtes sûr qu'un mort sur deux sera un enfant. Donc ça, il faut le rappeler, il faut boycotter ces établissements qui se comportent de façon indigne, mais qui utilisent notre argent pour financer les balles qui vont permettre de tuer les Palestiniens. Alors comment voyez-vous, docteur Soufi, la situation évoluer dans les heures, dans les jours à venir? C'est encore opaque, mais on sait que la violence pour l'instant ne semble pas vouloir s'arrêter. Je ne pense pas que ça va s'arrêter du moment qu'il y a l'idée d'aller jusqu'au bout. Donc c'est une action jusqu'au boutiste. Et je ne pense pas qu'il faut résumer cet acte odieux criminel de l'entité sioniste juste en la personne du Premier ministre Netanyahou. Ce serait vraiment le donner en bouc émissaire, car ceux qui sont derrière sont beaucoup plus criminels et il ne faut pas qu'il en échappe. C'est bien de parler justement
de la manière avec laquelle il faut faire la guerre à l'entité sioniste. Il y a la résistance qui est là, qu'on aimerait bien voir donc l'aider. Elle trouvera justement source, non pas chez les États arabes et musulmans, mais je penserais qu'elle le trouvera ailleurs. Ensuite, et ce qui est important, si les sommets arabes, donc la Ligue arabe ou le sommet arabo-musulman est incapable de peser de son poids et proposer des sanctions économiques et donc et couper quelque part les relations avec cette entité sioniste, il appartient au peuple musulman, arabe, mais aussi chrétien et juif, à travers le monde, de boycotter tout ce qui est produit sioniste, et vous allez voir déjà l'impact. Le coût économique. Voilà, l'impact est là. Et je crois que c'est le seul moyen à travers lequel on pourrait voir des ouvertures pour le peuple palestinien après, pour ouvrir des négociations. Voilà. On va faire le dernier tour de table, c'est la fin de l'émission. Comment voyez-vous l'évolution de la situation? Écoutez, personnellement, moi je suis pessimiste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une vue simpliste des choses. Parce que là aussi, dans ce qui est en train de se passer de dramatique pour les Palestiniens, pour le peuple palestinien, c'est que on va arriver peut-être dans quelques jours, une semaine, à des négociations, des pourparlers, il y aura des intermédiaires. Mais il ne faut pas se leurrer. Mais vous ne pensez pas que... Le criminel de guerre qui devrait être effectivement traduit devant un tribunal international, ils ne vont pas s'arrêter. Les faux camps israéliens sionistes ne vont pas s'arrêter jusqu'à ce qu'ils... Parce que là, nous sommes dans une logique de guerre. Ils ne vont pas s'arrêter jusqu'à ce qu'ils déclarent eux-mêmes que nous sommes arrivés à notre objectif. Leur objectif, c'est effectivement déboulonner Hamas, liquider Hamas qui est un danger et qui sera toujours un danger. Et vider Gaza de sa population et la Cisjordanie aussi, où 900 personnes ont été déplacées, je le rappelle. Le problème est là. Oui. Et donc il n'y aura pas de, si vous voulez, de fin à ce massacre, de fin à, si vous voulez, que nous avons un terme, nous les Algériens, l'injustice. Une injustice, si vous voulez, cautionnée par toutes les puissances internationales. Et elles sont connues. Donc, jusqu'à ce que eux s'arrêtent, à moins qu'il n'y ait une très très forte pression de l'opinion mondiale vous faites part de auprès de ces dirigeants pour qu'ils interviennent auprès de... Très rapidement, vous faites part de votre pessimisme. Quand on voit l'horreur qui est en train de se produire à Gaza, on le comprend parfaitement. Mais est-ce que dans toute cette violence, dans toute cette souffrance, ce tragique 7 octobre a permis quand même de remettre la cause palestinienne au devant de la scène et que la guerre médiatique aujourd'hui peut-être d'être gagnée par la Palestine? Écoutez, j'ai écrit un article récemment dans un de nos quotidiens où j'ai dit que de toute manière, quelle que soit l'issue de cette agression immonde, horrible, c'est le Palestinien qui va l'emporter. Et on en avait discuté en off. Et on s'est dit que de toute manière, le vainqueur, ce sont les Palestiniens, parce que les Israéliens, ceux qui sont dans les territoires, nos territoires occupés, ils ont tous 2 passeports. Ils ont tous quitté leur territoire, on les a vus fuir. Après l'opération du Hamas, des résistants, de la résistance palestinienne, nous avons vu cette panique, cette peur panique qui avait pris les Israéliens et qui se sont, si vous voulez, rués vers l'aéroport, le seul aéroport qu'ils avaient. Et tout le monde avait sorti son second passeport. Et là, si vous permettez, on voit bien que tôt ou tard, ce sera le Palestinien qui va gagner et non pas les sionistes de tous bords. Monsieur Gamal Abina, très rapidement pour clore cette émission, l'appareil diplomatique français ne dissimule plus son malaise. Le positionnement d'Emmanuel Macron dans la guerre entre Israël et le Hamas suscite incompréhension et agacement parmi une partie des diplomates, au point qu'une dizaine d'entre eux, selon les informations du journal Le Figaro, a adressé au Quai d'Orsay à l'Élysée une note commune dans laquelle ils regrettent le virage pro-israélien du chef de l'État depuis les massacres du Hamas, depuis les massacres
Depuis le conflit de ce 7 octobre. Alors, est-ce que cette position, ce que craignent ces diplomates, entraînera une grave crise de confiance entre la France et le Moyen-Orient et sur une période durable? Je pense que oui, mais on ne prend pas vraiment M. Macron au sérieux parce qu'il a tendance toujours à dire une chose à un dirigeant et puis quand il en voit un autre, il est influencé. Donc c'est quelqu'un je pense, qui est dans une démarche de quelqu'un de très influencé. Par contre, effectivement, ça gêne la diplomatie parce que ça fait depuis Sarkozy que la France n'existe plus au Moyen-Orient. On ne les prend plus au sérieux, on a le sentiment qu'ils sont alignés à mort sur Israël. Sarkozy, Hollande, Macron est moins aligné. Il a commis une grave faute, mais quand il va à Londres, il condamne quand même les crimes israéliens. Donc, par contre, une chose importante, moi je serais beaucoup plus optimiste que ce qui a été dit. Je rappelle qu'en 2006, Hezbollah au sud du Liban, donc pareil, une guérilla, avec une stratégie qu'on connaît, qui a été empruntée avec Ibrahim Khattabi, une très bonne stratégie de guerre, a réussi à mettre en échec la tentative d'élimination. L'objectif de guerre, c'était l'élimination de Hezbollah, et les Israéliens sont partis en perdant la guerre. Et ils ont détruit beaucoup, comme ce qu'on voit actuellement à Gaza. Tout le Liban a été bombardé, mais ils ont perdu. Et c'est pareil pour le Hamas. On ne peut pas détruire une idée et des combattants qui sont invisibles. Et je vous donne juste un témoignage d'un soldat sioniste qui sont sortis, une division qui est sortie de Gaza. Il disait quoi? Nous ne nous battons pas contre des hommes, nous nous battons contre des fantômes. On ne les voit pas. On voit des gens nous tirer dessus, mais on ne les voit pas. Donc on tue des civils, parce qu'eux, ils sont visibles, mais on ne voit pas ces combattants. Et ils sont au nombre de 20 000, semble-t-il. Donc il faut vraiment, quand c'est une résistance qui est, on appelle une guerre asymétrique, donc une résistance de guérilla, aucun pays au monde n'a été en mesure de battre une guérilla. Ça n'existe pas. Et évidemment, Israël, une fois de plus, les sionistes et cette idéologie très, très mortifère n'échappera pas à la règle. Ils vont être mis en échec parce qu'on ne peut pas casser la volonté d'un peuple. Et je parle donc en Algérie, la télévision algérienne, j'en suis fier d'ailleurs, du pays où 1,5 million de martyrs. La France était la 4e puissance mondiale, membre de l'OTAN. Elle a été mise en échec. Quoi qu'il arrive, la victoire appartiendra, Inch'Allah, aux Palestiniens. Merci. Et c'est sur ces mots que va se terminer cette émission. Merci à vous d'avoir participé avec nous en direct depuis Paris. Merci, Dr Soufi et M. Bokhalfa, d'avoir été nos invités ce soir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.